préparé ce séminaire au dernier moment pour nous présenter cela aujourd'hui. Merci. Oui, merci. Donc, Michel a très bien décrit le contexte et j'ai choisi de vous parler de ce sujet. Bon, vous le savez, j'organise le séminaire, un quart du séminaire, donc le dernier vendredi du mois, dans le cadre d'une interaction, d'un rapprochement entre le CESTIM, qui est une unité de sciences sociales qui fait de la recherche en santé, et l'IHU. Donc on a des stocks de recherche dans l'unité qui ne sont pas forcément axés sur les maladies infectieuses, mais donc, dans le choix que je voulais avoir, dans mon stock de recherche courante, pour remplacer au pied levé la personne qui ne pouvait pas venir, j'ai fait une sélection donc, dans l'ensemble de ce qu'on fait sur l'infectieux. Alors donc, il y a quand même un lien avec l'infectieux qui est l'antibiothérapie, bien que ce ne soit pas du tout délivré à l'hôpital, puisqu'au contraire, on essaye de regarder la délivrance d'antibiotiques dans les pharmacies d'officine. Et puis le second point qui m'a amené à sélectionner ce sujet de recherche en cours, c'est le fait qu'il y a quand même un enjeu sur l'environnement, puisque ce qui était prévu, c'était un sujet sur les inégalités environnementales. D'ailleurs, un sujet passionnant, hein, c'est en quoi la position sociale dans la société, la position sociale expose ou pas, mais on montre que ça expose plus fortement les gens qui sont de gradient social faible aux problèmes environnementaux. Par exemple, bon, c'est une toute parenthèse, puis ça ne va pas du tout être mon sujet, mais c'est quand même une problématique intéressante. Les inégalités sociales d'exposition aux problèmes environnementaux, c'est quand même un point important. Bon, enfin, vous aurez peut-être l'occasion l'année prochaine d'avoir une présentation là-dessus. Voilà, revenons à nos moutons. Donc il y a un enjeu sur l'environnement, puisque derrière cette mesure qui consisterait à faire dispenser à l'unité les médicaments antibiotiques, au bout du compte, ce qu'on recherche, au moins en partie, c'est une amélioration sur l'impact des médicaments sur l'environnement. Donc le raisonnement, hein, c'est celui-là. En usage ambulatoire, quand les gens repartent chez eux avec leurs médicaments, et c'est encore plus vrai des médicaments achetés en officine, on sait qu'un grand nombre ne seront pas consommés. Alors il y a des évaluations, ça c'est compliqué, mais il y a des évaluations qui vont jusqu'à 1 sur 2. Alors, il y a une mission intergouvernementale santé-environnement qui a posé ce diagnostic. Bon, c'est pas publié, on ne sait pas si les outils sont absolument rigoureux sur cette question, mais il y a des chiffres avancés de cet ordre-là. Un médicament sur 2 ne serait pas consommé. Bon, les patients, dans un premier temps, ces médicaments non consommés, ils les conservent dans leur pharmacie. Et puis après, en fonction des gens, leur niveau de connaissance, de leur sensibilité aux problèmes environnementaux, ces gens-là peuvent les reprendre en automédication, ils peuvent aussi les jeter, et le plus simple c'est de les mettre dans la chasse d'eau. Donc voilà, donc il y a toute une problématique autour du coup des médicaments antibiotiques dispensés en ambulatoire, qui, soit parce qu'ils sont mal utilisés avec des traitements trop courts en automédication, soit parce que tout simplement ils sont rejetés, se retrouvent dans l'environnement et peuvent participer à l'antibiorésistance. Donc c'est ce pourquoi il y a eu un décret il y a moins d'1 an qui a lancé en France une expérimentation de délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques.
Et après, il fallait pour évaluer tout ça une équipe de un peu l'épidémio, un peu santé publique, un peu comme il y a de l'économie, il y a des problèmes économiques derrière, un peu d'économistes avec un peu de sociologie aussi pour regarder l'observance et du socio-comportemental. Donc il y avait finalement assez peu d'équipes de recherche capables, ou capables, en tous les cas, qui occupent le créneau, et on s'est retrouvé mandaté par la DGS, la Direction Générale de la Santé, pour évaluer ce dispositif dans sa phase expérimentale, c'est-à-dire pendant l'année d'expérimentation qui s'écoule actuellement. L'expérimentation a été ouverte en novembre 2014 et se refermera en novembre 2015. Alors, normalement, dans un PowerPoint scientifique, on commence par une revue de la littérature. Il n'y a pas grand-chose sur les effets de la distanciation à l'unité sur les comportements, sur la faisabilité. En fait, il y a des systèmes de santé avec des pays qui ont, pour des raisons historiques, il y a près de 100 ans, opté pour l'un ou l'autre mode de distanciation. Finalement, il y a eu assez il n'y a jamais eu de changement. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont toujours dispensé à l'unité. La France a toujours choisi le système de boîte. Et en fait, il n'y a jamais eu d'expérimentation. Jusqu'à maintenant, il y avait très peu d'études qui, dans un contexte donné, c'est-à-dire contrôlé, aient pu évaluer l'effet de ce type de mesure. Alors il y a quand même un peu, là encore, des choses non publiées, notamment sans doute un réseau que vous connaissez, European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network, donc un réseau européen monté par l'Union européenne, qui a comme concern, comme intérêt premier, la surveillance de la consommation d'antibiotiques dans le cadre de la lutte contre la résistance. Et dans leur publication, ils racontent toujours que les pays qui ont opté pour la DEU, même à l'intérieur de l'Europe, sont ceux qui sont le moins consommateurs d'antibiotiques en daily dose par habitant. Voilà. Alors évidemment, c'est sûrement pas une relation, enfin on ne peut pas la traiter comme une relation causale, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a de la DAU dans certains pays qu'il y a automatiquement de la modération de consommation d'antibiotiques. On peut même imaginer que la relation soit totalement inverse ou soit en fait liée à des facteurs, à des valeurs, à la culture qui font que des pays, des populations de ces pays, qui font que ça joue à la fois sur l'usage des antibiotiques, la plus ou moins grande modération qu'on a, et le fait que par ailleurs dans les pharmacies d'officine on les dispense à l'unité. Donc là encore, pas d'éléments scientifiques vraiment probants pour dire que oui, il y a un impact de la DAU sur l'usage, consommation d'antibiotiques. Petite question, dans beaucoup de cas, quand même, les antibiotiques, les boîtes d'antibiotiques sont prévues pour être totalement consommées, Tu penses bien que mon diaporama va traiter cette question-là. Et puis, oui, alors au niveau individuel, c'est pareil. Mettons qu'on a un problème d'estimation de la causalité. Là encore, si on faisait une mesure ouverte à tous, on dit, voilà, les gens qui veulent la distanciation à l'unité, comme Caïs l'évoquait, cherchent vraiment le compte exact, ou des boîtes vont faire la recherche des boîtes du compte exact. Est-ce qu'on pourrait pour autant, en regardant leur consommation et leur observance, en déduire un lien de causalité? Sans doute pas, parce que là encore, les gens qui cherchent le compte exact sont sans doute des gens qui sont particulièrement concernés par le phénomène, et donc on ne pourrait pas en induire une mesure.
Donc c'est pour ça qu'on a, dans le design de l'étude qu'on a proposé à la DGS, on a opté pour un design randomisé, c'est-à-dire que cette mesure de dispensation à l'unité de médicaments antibiotiques, eh bien, on va la traiter exactement comme vous avez l'habitude de traiter les essais cliniques. Voilà, j'ai fait le diaporama ce matin à 5h du matin. Il va y avoir des fautes d'orthographe. Donc, les essais cliniques, c'est au pluriel. On va randomiser la mesure de politique publique. On va prendre un bassin d'observation, là, vous verrez, une centaine de pharmacies. Et on va randomiser la mesure de politique publique, garder un groupe témoin qui sera construit de façon aléatoire et un groupe traité et par la mesure. La mesure, c'est recevoir une dispensation à l'unité d'antibiotiques pour avoir un vrai argument de causalité dans les impacts qu'on mesurera. Voilà. Alors, il y a un biais, c'est-à-dire qu'on ne pouvait faire ça qu'avec des pharmacies volontaires, mais ça renforce encore l'idée que c'est vraiment intéressant de randomiser, c'est-à-dire que là on va avoir un biais de volontariat, on ne pourra pas vraiment généraliser à l'ensemble des 22 000 pharmacies d'officine du territoire français, mais en tous les cas, dans ce sous-groupe, comme on va quand même avoir un design où les pharmacies, certaines pharmacies vont continuer de la dispensation classique et d'autres vont faire de la dispensation à l'unité, par comparaison, on mesurera bien un effet qui est propre à la dispensation à l'unité et non au volontariat, hein, puisque de toute façon on prend dans le même bassin de pharmacies identiques du point de vue de ce volontariat. Voilà, alors c'est un essai randomisé par cluster, hein, puisque en fait derrière il y aura des patients qui seront rattachés à des pharmacies, et l'unité de randomisation c'est la pharmacie, c'est pas le patient. Il y a des pharmacies expérimentatrices et des pharmacies témoins. Alors, il n'y avait pas de littérature scientifique, mais alors il y a eu beaucoup de débats médiatiques autour de la mesure, un peu parce qu'on était aussi dans le moment de la loi de santé, là, où en plus il y a des problèmes de négociation entre le ministère de la Santé et certains partenaires professionnels de santé. Et donc ça c'est une mesure qui quelque part valorise un peu le métier de pharmacien. On en parlera pendant l'exposé, mais est quand même destiné aussi à leur créer une nouvelle activité rémunérée, parce que Jean Lamèche, évidemment, les pharmaciens, ils ne vont pas se mettre à faire le boulot pour rien, donc ils veulent aussi argumenter de... Voilà. Donc il y a eu tout un battage médiatique. La ministre a tenu à visiter une pharmacie. Manque de peau d'ailleurs. La pharmacie qu'elle a visitée, c'était une pharmacie témoin, donc qui en fait ne fera pas la dispensation à l'unité. Comme quoi le hasard était vrai. C'était vraiment un vrai processus aléatoire, non biaisé. Voilà. Et alors sur les quand même les débats, hein, qui étaient vivants dans la presse. Alors il y a évidemment les pharmacies qui font leur boulot, je dirais, de représentation syndicale et disent ça c'est un travail pour nous, donc c'est un travail en plus, donc on veut une rémunération. Alors, je viens de dire, mais de ce point de vue-là, l'étude que nous on a choisi de faire n'est pas très approfondie sur cette question-là. Alors c'est un truc intéressant pour l'économiste, c'est-à-dire que là on est dans un cas où en fait on substitue du capital et du travail, mais dans le sens qui n'est pas habituel. D'habitude, dans le progrès technique et l'évolution des sociétés fait qu'en général, on trouve des procédés techniques ou technologiques qui économisent le travail humain. Là, quelque part, on revient en arrière, puisque au lieu de donner des plaquettes et un système qui est pré-emballé, au contraire, on remet du travail humain dans une chaîne de distribution
où il n'y avait pas moins de travail humain. Donc ça, ça pourrait même être lié à la réflexion, mais moi j'y crois pas beaucoup, hein, mais sur la décroissance, hein, l'idée qu'il y a des groupes d'économistes qui essayent de réfléchir sur les nouvelles orientations du développement économique face aux défis environnementaux notamment. Et parmi les choses qu'on aborde, c'est les questions de décroissance. Et là, c'est vrai, on revient vers plus de travail humain. Ce qui ne veut pas dire que derrière, il y aura moins de richesse, hein, puisqu'au contraire, si on valorise ce travail humain, ça peut même coûter plus cher. Mais qualitativement, on n'aura pas le même truc. Est-ce qu'on est sûr que cette mesure est plus coûteuse en temps? Parce qu'on parle quand même là de ces... Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse Bruno faire son exposé, puis après on a pour les questions. Et puis, alors, il y a l'argument de tout à l'heure quand même. Effectivement, il y a un argument très fort de certains pharmaciens qu'on a reçus d'ailleurs dans les groupes un peu de discussion, les focus group qu'on a pu faire sur le sujet, c'est que effectivement, il y a un conditionnement qui normalement est ajusté à la prescription. C'est-à-dire que, en théorie, il y a en théorie, il y a un matching entre le conditionnement effectué par les laboratoires pharmaceutiques et la nécessité de prescription. Alors, justement, vous allez voir que parmi les évaluations, les critères sur lesquels on va faire l'évaluation, il y a est-ce que c'est vrai ou pas, cette histoire-là? Bon, alors après, voilà, dans les propos, il y a d'autres arguments, mais il y a les arguments sur, alors de l'association santé-environnement qui alors était très très pour, hein, des médecins qui ont dit ben voilà, ça devrait réduire les risques d'automédication, de confusion de médicaments pour les personnes âgées, ça pourrait même réduire les risques d'accidents domestiques, enfin, sans doute lié à la confusion, ou éventuellement, oui, si on a eu un exemple d'une personne âgée qui prenait plus un médicament et qui a fait une chute justement parce qu'elle s'était trompée de médicament. Enfin, on peut imaginer qu'il y a des effets là-dessus. Voilà, puis après, il y a d'autres. L'ordre des pharmaciens n'était pas très pour non plus sur l'argument que. Alors, ils y voient forcément. Et il y a un enjeu économique, il ne faut pas se le cacher, c'est-à-dire que quelque part, si on ajuste mieux la dispensation à la prescription, on économise des petites boîtes, enfin des plaquettes, des blisters, et puis on refait une boîte avec, et donc quelque part l'assurance maladie, elle gagne un petit peu de sous là-dedans. Donc il y a des anticipations d'acteurs, je crois qu'elles ne sont pas vraies dans cette mesure, hein, pour avoir discuté avec les gens du cabinet, hein, enfin, en tous les cas, il y a des anticipations sur le fait que cette mesure, elle pourrait être guidée uniquement par l'aspect, disons, comptable et économique. Hein. Bon. Alors, venons-en, nous, on avait quand même une certaine liberté pour dire sur quoi on allait juger l'étude et donc finalement un peu cadrer l'évaluation. Alors on a choisi 4 critères. Le premier critère, c'est déjà de vérifier s'il y a une baisse des volumes dispensés. Alors ça rejoint un peu la remarque de Caïs tout à l'heure, si tous les boîtages étaient déjà parfaitement adaptés aux prescriptions, ou les prescriptions exactement adaptées au boîtage, parce que ça marche dans les deux sens, a priori, il n'y a rien à gagner. Donc il y a déjà un enjeu sur ça. Est-ce qu'on va gagner des boîtes, enfin des médicaments qui sont distribués à la communauté? Ensuite, il y a la question de ce que fait la communauté avec les résidus, enfin les excès de médicaments. Donc il faudra aussi demander aux gens ce qu'ils avaient l'intention de faire et ce qu'ils font en général avec leurs médicaments non utilisés. Alors il y a un enjeu sur l'observance. Moi c'est celui qui nous a intéressé le plus, hein. C'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir un compte exact joue ou pas sur l'observance? Et là il y a eu très peu d'études. On avait trouvé 2-3 travaux. Alors il y a les travaux sur l'automédication. Il y a le fait quand même qu'on peut se dire que quand on a le compte exact, eh bien on sait exactement
quand le traitement doit s'arrêter. Hein, si on a 7 jours de traitement, on va avoir 21, les 3 minutes par jour, on va avoir 21, ça peut être un guide pour les gens. Et donc ils savent très bien à quel moment arrêter, alors que s'ils ont une boîte de 24 au lieu de 21, ils peuvent se dire, oh, j'ai 24, je sais que j'en ai trop, alors quel jour je devais arrêter, ils savent qu'il doit leur en rester, donc éventuellement ils peuvent arrêter au bout de 6 jours, alors que c'est 7 normalement le truc. Je ne suis pas sûr que médicalement ça change grand chose sur le traitement, ça, je ne sais pas, vous savez peut-être mieux que moi, mais entre 6 et 7 jours, je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand écart sur l'effet traitement. Et puis alors il y a un dernier objectif qu'on a inclus à la demande des pharmaciens, qui est alors un objectif quand même un peu bancal, hein, mais je vais vous dire pourquoi, qui est quand même l'ampleur de la modification de la charge du travail du pharmacien et de l'organisation du officine. Alors pourquoi c'est un peu bancal? C'est que en même temps c'est une mesure expérimentale pendant 1 an. Si jamais ça devait être généralisé ou prolongé, généralisé à toutes les pharmacies et prolongé dans le temps, on pourrait imaginer que la chaîne du médicament change totalement. C'est-à-dire que du coup les antibiotiques ne seront pas acheminés à la pharmacie dans des boîtes, mais avec dans des boîtes en carton avec sous blister, mais plutôt dans des gros flacons. Enfin voilà. Donc c'est quand même, on a fait ça pour faire plaisir aux pharmacies, et il fallait bien quand même évaluer la charge de travail en l'état, mais en même temps c'est pas vraiment quelque chose qui a beaucoup de sens dans le cadre d'une généralisation. Bon, là, moi, j'y connais rien, c'est la liste des médicaments antibiotiques le seul truc que j'ai retenu, c'est heureusement qu'on a l'amoxicilline acétylglucanique, là, parce que sinon, on était mort sur le recrutement des patients, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, dans les autres, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient consommés pendant nos périodes de recrutement. Alors, comment on s'y est pris? Alors là, j'en ai profité pour faire un peu de présenter les difficultés quand on a fait des enquêtes de sciences sociales dans la vraie vie. Vous verrez qu'on a choisi un dispositif avec 3 outils d'enquête, hein. Une enquête pharmacie, je vais les passer en revue, une enquête personnelle de pharmacie, une enquête patient, et que ça n'a pas forcément... c'est pas un long fleuve tranquille, ça n'a pas forcément toujours très bien marché, je vous dirai un peu pourquoi. Alors, avant de passer à la présentation des enquêtes, donc on avait choisi un timing, on n'allait pas embêter les pharmacies pendant l'année d'expérimentation à nous recruter des patients. Pas possible. Donc on a choisi des fenêtres d'enquête où, en parallèle, puisqu'on a randomisé, donc on a une sorte de pharmacie traitée et un groupe contrôle qui vont ensemble. Hein. C'est randomisé par strate, c'est-à-dire que du coup on a des pharmacies. Donc on a ouvert des fenêtres en parallèle dans toutes ces pharmacies pour qu'elles recrutent des patients au même moment parce qu'elles sont dans la même strate concernée, et à chaque fois il y avait 3 pharmacies expérimentatrices et une pharmacie témoin qui permettait de faire le contrôle. Donc on avait prévu 2 phases d'enquête et on a changé ça. Bon, le timing après, là vous êtes, c'est très préliminaire les résultats, hein, puisque là on n'a même pas fini la collecte de données. Bon, ça je crois que c'est la même chose. Alors l'enquête pharmacie, bon là je vais passer très vite. Sur les 100 pharmacies volontaires, on voulait des données, un peu de cadrage sur les pharmacies. On en avait pour faire notre randomisation qui nous venait de l'ARS, parce que l'ARS a un secteur qui surveille. Les pharmacies d'officine rendent des rapports d'activité à l'ARS, hein, donc ils ont leur chiffre d'affaires, des choses comme ça, mais on voulait un peu plus, on voulait savoir notamment la composition du personnel, choses comme ça, le statut de gestion,
savoir si ça jouait. Donc ça, c'est un questionnaire papier. Alors, vous voyez que déjà, problème, on avait 100 pharmacies volontaires au début, et puis rien que sur le questionnaire papier, on se retrouve avec 92. Alors c'est un bilan au 27 mars, mais bon, ça faisait déjà 3 mois qu'on les embêtait pour avoir donc on a déjà pas tout à fait, on a déjà un peu d'attrition au niveau des pharmacies. Bon, c'est pas grave, on a regardé que l'attrition n'était pas problématique du point de vue de l'équilibre entre les pharmacies expérimentatrices et les pharmacies contrôle. Bon, allez, ça c'est les solutions apportées. Oui, on s'est quand même appuyé sur les ARS des régions qui pilotaient régionalement l'expérimentation pour essayer de faire l'intermédiaire et d'augmenter le taux de participation des pharmacies, pourtant volontaire par appel d'offres. Oui, j'ai pas dit, mais il y a eu un appel d'offres à l'été dernier, en août dernier, pour demander aux pharmacies lesquelles seraient volontaires. On a eu quand même 260 pharmacies volontaires dans lesquelles on a pu sélectionner une centaine qui nous plaisaient bien pour leur diversité. Enfin voilà, on fait après un petit échantillonnage raisonné. Enquête personnelle de pharmacie. Alors là, c'est un outil différent, c'est-à-dire que dans chaque pharmacie, une fois qu'on a identifié la composition du personnel, on interroge tous les gens qui sont confrontés à la dispensation à l'unité. Et quand je dis tous les gens, je n'ai pas dit les pharmaciens, parce qu'il y a à la fois les pharmaciens et puis les préparateurs qui peuvent faire de la vente sous contrôle parfois un peu distant du pharmacien. Donc, comme ce n'est pas problématique, voilà, le préparateur fait la vente et même la dispensation à l'unité. Alors pour ça, on voulait documenter un peu les pratiques professionnelles, le temps de travail, la qualité de vie au travail, les valeurs, parce qu'on s'était dit, alors les valeurs, on ne va pas leur demander pour qu'ils votent, mais on a un certain nombre de valeurs dans les enquêtes en sciences sociales, on a un certain nombre d'outils pour mesurer un peu l'opinion des gens ou les traits de personnalité sur un certain nombre de dimensions, comme par exemple l'altruisme, comme par exemple la préférence pour le présent, enfin, ou l'inverse, la capacité à se projeter dans le temps et à avoir des raisonnements avec des horizons temporels longs, choses comme ça. Donc on a des outils d'enquête qui permettent de mesurer ça. Et puis, bien entendu, on leur pose aussi des questions ex ante, parce que là, on est sur la première enquête personnelle de pharmacie au début de l'expérimentation, sur leurs a priori, leur attitude a priori vis-à-vis de la délivrance à l'unité d'antibiotiques. Donc ça, c'est un questionnaire, cette fois-ci anonyme, parce que là, on préserve l'anonymat des personnes interrogées. On ne veut pas qu'ils aient de soucis avec leur patron s'ils nous disent qu'ils ne sont pas contents dans la pharmacie, dans leur boulot. Et puis, c'est des enquêteurs sur la plateforme téléphonique de l'INSA. Tu me modéreras sur le temps parce que tu regardes. 13h14. J'ai fait un peu plus de la moitié. Bon, l'enquête personnelle de pharmacie, donc 92 pharmacies, 440 personnes. Ça vous donne une idée de la taille moyenne de la pharmacie, hein, c'est 4,5, 5. Voilà. Alors là, par contre, on a une assez bonne participation. D'ailleurs, c'est au 27 mars, donc il n'y a plus de questionnaire en cours, là, tout a été passé. Et donc, on doit être autour de 430 questionnaires remplis. Après, il peut toujours y avoir des gens qui refusent. Hein. Il peut y avoir un préparateur ou un pharmacien d'officine. Généralement, ce n'est pas le patron de l'officine parce que lui, il a été volontaire, mais ça peut être son associé, etc., qui dit non, moi j'ai comme principe, je réponds jamais aux enquêtes. Voilà, on vit avec, hein, il répond pas aux enquêtes. Bon, là, c'est la répartition par région. Du point de vue dans le Limousin, vous voyez, en Ile-de-France, on dit qu'on participe et puis finalement on participe pas tellement. En Limousin, quand on dit qu'on participe vraiment bien. Voilà.
pouvez vous faire un peu d'études régionales et en PACA, pas si mal, hein, 26 sur 28, c'est pas mal. Oui, 90, c'est 92. Hein. Vous allez avoir très court. Alors, quand même, juste un point, c'est pas souvent qu'on fait des enquêtes, autant les médecins ont l'habitude d'être enquêtés, y compris sur leurs pratiques et puis même sur leurs valeurs, choses comme ça. Les pharmaciens d'officine, c'est pas si fréquent que ça. Et du coup, certains ont pu être un peu surpris par des questions, y compris le stress au travail. On mesure ça. Et puis on sait, alors, dans le milieu médical, on sait que le burn-out des médecins, ça joue sur la qualité des soins, etc. Puis il y a même des travaux dans des grandes revues qui documentent ce genre de choses. Et ils étaient tout étonnés qu'on leur pose des questions similaires dans un milieu de pharmacie d'officine, et même ça a un peu râlé. Voilà, l'étude INSERM, là, ils viennent nous interroger sur des trucs. Bon, après, on a bien affirmé le principe d'anonymat. On a essayé de travailler avec les ARS aussi pour mieux vendre notre enquête. Alors, l'enquête patient, l'objectif initial de recrutement, c'était 3200 patients. Donc, on avait fait un calcul. Les patients, quand ils disent oui, je veux bien participer à une enquête, quand on les téléphone. Alors, évidemment, l'enquête patient, elle devait intervenir 2 ou 3 jours après la fin théorique du traitement. Qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir s'il y a une bonne observance avec des outils d'enquête déclarative. Donc il faut interroger les gens presque à la fin de leur traitement pour savoir s'ils ont bien pris les derniers moments de leur traitement. Et puis, voilà. Donc les gens, on les recrute en pharmacie d'officine, c'est notre lieu de rencontre avec eux. Et puis après, on les interroge une dizaine de jours après en moyenne, puisque la durée d'un traitement, c'est à peu près 7 jours. Donc voilà, on les interrogeait entre 8 et 10 jours après leur passage en pharmacie. Donc on pouvait quand même se dire qu'il n'y aura pas une participation de 100%, forcément. Les gens ils disent ah oui, et puis après quand on leur téléphone chez eux, voilà. Donc on avait escompté un taux de réponse de 50%. Il a été bien meilleur pour vendre la mèche. Donc objectif de l'enquête, connaître les attitudes des patients vis-à-vis de la délivrance à l'unité des antibiotiques. Raison de refus, j'aurais dû rajouter observance, là j'ai évidemment l'observance du traitement. Et puis on avait aussi documenté un certain nombre de traits chez les patients aussi, de leur métier, des choses comme ça, parce qu'on s'était dit, et ben là pour une fois, on a l'occasion d'avoir une enquête financée sur l'observance des antibiotiques en ambulatoire. Il n'y a pas de données. Et on a beau chercher dans la littérature, il y a très très peu de résultats. Donc on s'est dit en même temps, non seulement on va évaluer l'impact de la mesure de politique publique, mais en plus on va essayer de mesurer l'observance et puis de l'analyser, par exemple en la corrélant avec l'âge, le sexe, les marqueurs sociaux, etc. Donc, on en a profité pour collecter un peu d'informations. De toute façon, ces informations étaient nécessaires parce que pour bien mesurer même notre impact de politique publique, il fallait quand même contrôler. On peut imaginer le hasard ait mal fait les choses et que dans les pharmacies témoins, il n'y ait pas la même composition sociale que dans les pharmacies expérimentatrices. Il fallait quand même pouvoir comparer un petit peu ces questions. Enfin, sur ces dimensions-là. Bon. Ben, j'ai tout dit sur cette diapo. Alors, notre système de registre. Vous voyez que, alors je ne l'ai pas dit, mais on avait pensé initialement à 2 fenêtres. On a un objectif de 3000. Donc, sur 2 fenêtres, il fallait qu'à chaque fenêtre, on obtienne 1500 patients. D'accord ? Alors, on est loin du compte, puisque
dans les pharmacies avec un système de registre, mais en leur demandant s'ils étaient prêts à accepter l'enquête. Là, on ne parle pas de participation, 10 jours après, mais eh bien, on a réussi à obtenir que 728, dans la première vague, 728 patients prêts à répondre à l'enquête. Bon, après, il y a des inéligibles. Les cas d'inéligibilité les plus fréquents, c'est quelqu'un qui vient chercher un antibiotique pour quelqu'un d'autre. Alors, parce que la personne, justement, elle est malade, clouée au fond du lit, ou trop âgée pour se déplacer. Et donc, on a eu ce cas assez fréquent. Alors, quand c'était les parents qui venaient chercher une prescription pour un mineur dont ils étaient responsables, on les incluait, on les considérait comme éligibles, parce que de toute façon, on allait ensuite interroger la personne, le parent, surtout si c'était un jeune enfant, donc il n'y avait pas de problème. Par contre, la CNIL, et puis enfin on s'était auto-censuré, on n'aurait pas pu admettre que, même si c'est monsieur qui vient chercher la prescription de madame, et qu'on ne pouvait pas admettre que monsieur donne son accord à la pharmacie d'officine pour l'enquête, et puis qu'après, 10 jours après, on téléphone à madame et qu'on l'enquête sur son observance. C'était pas... Donc on a beaucoup d'inéligibilité sur cette dimension. Bon voilà, 1500, finalement, donc 482 réalisés sur la première fenêtre d'enquête, c'était loin de l'objectif. Voilà. Après, alors une fois qu'ils ont accepté l'enquête, bon, sur les histoires ah oui, quand même, on avait escompté, c'était là qu'on voulait, on voulait 1500 et là on avait mis 3000, en escomptant un taux de non-réponse de 50%. Vous voyez que le taux de réponse, il a été de 66%. Donc finalement, ils répondent bien. Recruter, c'est un phénomène connu, quand c'est les soignants qui aident au recrutement des patients, ensuite les patients sont relativement compliants, enfin ils suivent un peu, ils vont jusqu'au bout, s'ils ont l'appui de leur médecin ou même de leur pharmacien là, sur l'intérêt de l'enquête. Alors, les difficultés rencontrées, j'en ai un peu parlé. Bon, il y a les pharmacies aussi, on n'est pas sûr que pendant les fenêtres où on avait demandé une inscription au registre des patients qui se pointaient avec une prescription sur la liste de médicaments concernés, on n'est pas sûr que les registres aient été tenus avec beaucoup de rigueur dans toutes les pharmacies. On peut imaginer que le pharmacien, quand il a beaucoup de monde, ça l'embête d'aller tenir un registre. Alors ça, c'est pas trop grave si c'est aléatoirement distribué. Ça devient grave si derrière ça cache des biais systématiques. Bon, c'est bien pour ça quand même qu'on avait choisi, plutôt que de faire une enquête sur toute l'année où on aurait laissé les pharmaciens libres de leur recrutement pendant toute l'année, puis finalement ils nous auraient pris que des patients qui arrivaient à la pharmacie quand c'était bien vide, qu'on avait le temps de tout faire, donc un certain type de patients, parce que c'est quand même corrélé à leur activité professionnelle, sans doute le moment où ils vont à la pharmacie, etc. Donc on avait essayé de resserrer, de dire aux pharmacies, ben, on va vous embêter, mais sur un bref moment, mais pendant le bref moment, il faudra être très sérieux. Bon, je ne suis pas sûr que... c'était compliqué, on a fait des arbitrages, bon, vous verrez que ça a quand même assez fonctionné. Je vais quand même un peu passer, parce que là je vois que le temps court, et que je vais quand même vous montrer quelques premiers résultats, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Voilà, on a quand même été un peu surpris, du coup, pendant les phases d'enquête, les fenêtres d'enquête, la faible incidence finalement de ces cas de prescription sur la liste. Ça ne correspondait pas vraiment aux chiffres, parce qu'après on a des chiffres macro, c'est-à-dire on sait
avec quelle fréquence au niveau national et annuellement, on a vendu ces médicaments en France. Et donc, en faisant des règles de 3, normalement, on devait descendre, on s'était dit, dans chaque pharmacie, on devrait avoir 3 ou 4 prescriptions par jour. Et donc, en recrutant 15... sur 15 jours, on devait arriver assez facilement à 40-60 patients recrutés dans les pharmacies. Et puis, ça n'a pas été aussi productif que ce qu'on l'espérait, ce recrutement. Je pense qu'il y avait quand même un problème d'implication des pharmaciens là-dedans. Alors, comme solution, en fait, on a multiplié les fenêtres, c'est-à-dire que on va, d'ailleurs, c'est pas fini, mais on a fait tout de suite une deuxième fenêtre. Alors, celle de mai-juin, finalement, on l'a fait sauter parce qu'on a quand même regardé les chiffres mensuels des ventes. Et cette année, il n'y a pas eu beaucoup de prescriptions d'antibiotiques, manque de peau, les virus n'ont pas, les bactéries n'ont pas été très fréquentes et donc on n'a pas été très bon là, sur ce genre de... Donc on a abandonné la fenêtre de mai-juin et là on est en train d'espérer que les choses soient catastrophiques à la rentrée pour avoir un bon recrutement. Alors quand même dans notre dispositif d'enquête, il y a les 3 enquêtes que j'ai décrites. Puis il y a aussi toute l'information qu'on va avoir par les bases de données du SNIRAP, donc des remboursements de prescription de l'assurance maladie, où là on aura l'activité des pharmacies sur un an. On aura aussi, comme la DAU est enregistrée par l'assurance maladie parce qu'elle donne lieu à une tarification particulière, on aura les vrais nombres de dispensation à l'unité effectués par les pharmacies expérimentatrices. Enfin, on aura des vrais chiffres. Pas pendant les fenêtres, vraisemblablement, mais sur l'activité entière. Et puis, alors je vais y venir, mais il y a le sujet sur l'observance. Grâce aux données d'assurance maladie, parce qu'on va les obtenir sur les patients, on a fait une demande à la CNIL en ce sens. Normalement, on pourrait avoir éventuellement une mesure approchée, mais plus non déclarative de l'observance, en regardant ce qui se passe dans la trajectoire du patient après son traitement. Si jamais il a des rechutes, un nouveau traitement, etc. Bon, c'est statistiquement, c'est à chaque fois... donc c'est un peu la même stratégie qu'à l'hôpital, on se sert des réadmissions pour vérifier la qualité